Les amis, on est le lundi 14 juillet aujourd'hui et c'est un jour un petit peu particulier pour les Français. Mais 14 juillet ou pas 14 juillet, moi je suis sur le terrain pour faire mes petites actions. Un petit peu de suivi sur le pitaya. Ah oui, le pitaya là, j'ai vu, je vous l'avais expliqué. J'ai récupéré tous ces bras là parce que dans mon chez moi, dans notre chez nous avec ma femme qu'on a acheté il y a quelques temps et qu'on est en train de faire remodeler. Je sais pas si ça se dit en français. Bon, en espagnol on dit remodélation. Les ouvriers ont dû couper, j'ai un beau pitaya et ils ont dû couper des bras pour mettre le toit. Et le chef des ouvriers, quand je lui avais montré cet arbre-là, il m'a dit ouais mais ton arbre il donne pas et tout parce qu'il est trop à l'ombre, il est trop ceci, trop cela. Et moi je lui avais dit si parce que quand on l'a acheté, donc on l'a acheté en juin de l'année dernière, c'est la saison des pitayas et il y avait énormément de fruits sur le cactus. Et là, du coup, sur le petit arbuste qui me reste, parce qu'il m'a laissé quand même quelques brins, il y a déjà 3 fruits qui ont pointé le bout de leur nez, donc je suis super content. Donc ça, je sais que c'est un pitaya auto-fertile, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres arbres à pitaya, enfin d'autres pitayas autour dans mon voisinage, même si c'est très dur de voir chez les voisins ce qu'ils ont. Mais voilà, donc là, petit suivi des boutures, là ça penche un peu. On va essayer de le recoincer. Faut bien vérifier que ce ne soit pas jaune en bas, parce que jaune indique pourriture, moisissure, et donc il faut enlever ce bras si ça arrive. J'ai légèrement humidifié le terreau, parce qu'il était vraiment très très sec. Faut pas que ce soit détrempé parce que c'est un cactus et ça meurt. Je sais pas si je vais le garder cette semaine en extérieur, si je vais pas lui trouver une petite place en extérieur, pour qu'il soit plus à l'air frais qu'à l'intérieur, parce qu'en fait comme on est en saison humide, comme je ferme entièrement la petite maisonnette, j'ai peur que le fait que ça manque de circulation d'air, ça aide pas au développement des racines. Là on voit des petites racines aériennes pour se coller aux tuyaux qui sont sortis ou qui étaient déjà là, je sais plus. Voilà, donc les racines ça peut mettre entre jusqu'à 20 jours pour sortir. Là, ça fait 7 jours que j'ai fait ces petites boutures. Donc, on va voir la semaine prochaine si ça commence déjà à sortir. Sinon, ah oui, tiens, sur ma petite balade matinale en arrivant, j'ai cueilli des petites figues. Donc ça, j'ai un figuier qui me fait des très très belles figues. Faites attention quand vous les cueillez parce qu'ici, il y a toujours un petit latex qui sort et qui a un truc irritant pour la peau. Donc quand vous les cueillez, vous touchez surtout pas le liquide blanchâtre qui sort. Et sinon, là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous emmener, on va débroussailler, comme j'ai toujours pas ma débroussailleuse, je vais pendant ce temps-là arracher les herbes qui sont sur mon chemin, qui sont en train d'envahir le chemin. Ça, malheureusement, je crois que chaque année, je devrais le faire. L'année dernière, ça avait été pire, c'était vraiment recouvert. Mais j'imagine qu'ici, en climat tropical, il y a tellement d'humidité et tellement de stimuli que il n'y a pas de problème pour les arbres pour pousser à travers les cailloux et la bâche. Voilà, allez, je vous reprends dans quelques instants. Allez, on est parti, je suis de corvée, ça va nettoyer le chemin aujourd'hui et je vous emmène avec moi dans cette petite tâche un peu chiante. Regardez ça, faut savoir l'attraper parce que regardez toutes les petites épines qu'il y a. Ça transperce les gants. C'est un régal.
Voilà. Donc là, pour faire un carré à peu près de, je dirais de 3 par 3 ou de 3 par 4, c'est pas un carré, à peu près 10 minutes. 10 minutes pour faire cette surface. Donc on imagine sur tout le reste là combien de temps ça va prendre. En sachant qu'il y a des toutes petites pousses que je peux pas enlever parce qu'elles sont trop petites pour attraper. Allez, on continue. Ça, à arracher en priorité, parce que qui dit fleur dit graine, et qui dit graine dit tapissage du chemin. Donc ça dégage ailleurs. Même j'ai aussi, voilà pourquoi le gazon gagne sur le terrain, sur toutes les bordures. C'est parce qu'en fait, il s'enracine, il lance comme des stolons. Et il pose son stolon sur le chemin. Ça s'enracine et ça en relance un autre, ça en relance un autre. Donc si on laisse faire, le chemin disparaît en 2 saisons.
Voilà. Typiquement là, tout ça, je l'ai regagné sur le gazon. Donc tout ça, c'est réenseveli. Donc en fait, il faudrait que j'arrache à partir de là, toute cette partie-là. C'est incroyable comment ça gagne du terrain rapidement ici. Hein. Donc en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que le chemin est petit. Mais en fait, c'est pas que le chemin est petit, c'est que l'herbe, la végétation a regagné sur le chemin. Allez, je vous reprends. J'ai fini ma session de désherbage manuel. Et là, rien qu'avec ça, je mérite un encouragement parce que je veux vous assurer que sous 30 degrés, dans un pays tropical ou en pleine saison des pluies, enfin de toute façon, c'est jamais la bonne saison pour désherber, eh ben, on souffre énormément. Donc, je vous montre le résultat. Alors, vous allez voir qu'il y a encore, c'est pas parfait. C'est pas parfait, c'est des petites pousses à enlever. Ça, c'est hyper chiant. Ça fait super mal aux doigts. Paradoxalement, ça me fait plus mal parce que vous avez moins de prise d'enlever des petites pousses que d'enlever des grandes tiges, tu vois. Donc là, c'est un peu plus nickel. Mais là, j'ai encore un deuxième passage à faire. Bon, de toute façon, il y a principalement
on va dire 4 solutions pour faire ce type de nettoyage. La première, c'est ce que je viens de faire à la main. Donc ça, vous êtes obligé de le faire sur plusieurs passes. C'est pas le moins efficace parce que comme vous enlevez la plupart du temps les racines, hop, je vais vous montrer. Voilà. Comme vous déracinez l'herbe, et ben du coup, la repousse, elle est impossible. Là où si vous coupez, c'est pour ça que la deuxième façon qui est débroussailler quand vous coupez. Alors déjà, vous avez plein de problèmes au débroussaillage. C'est que vous pouvez pas enlever celle-là. Ça, c'est trop bas. Donc quand vous allez en mettre un coup dedans, vous allez enlever tous les graviers. Et deux, vous allez stimuler la pousse en fait. Parce que vous n'allez pas déraciner, vous allez juste couper. C'est un peu comme se couper les cheveux. Ça va pas empêcher les cheveux de repousser derrière. Donc ça, c'est la deuxième façon, le débroussaillage, avec une débroussailleuse. La troisième façon, ça va être aux produits. Donc les produits, vous avez ce qu'ils appellent des bio, des pas bio, des machins. Que ce soit bio ou pas, de toute façon, c'est fait pour tuer la matière vivante. Donc ça me pose un problème d'utiliser ça. Alors déjà, c'est un coût. Bon, vous me direz débroussailler, c'est un autre coût. Mais deux, moi, je suis dans une zone particulière où tout le monde vit de la nappe phréatique qui s'appelle les céanotes. Et donc déjà localement, ils utilisent beaucoup de désherbants, enfin de produits chimiques, de pesticides qui ont tendance à polluer parce que c'est filtré par la roche et ça finit dans l'eau, parce que c'est jamais bien dosé. Voilà, c'est dur de doser pile ce qu'il faudrait pour tuer juste la petite matière végétale que vous avez qui vous gêne, sans compter que derrière, si vous avez une pluie, ça lessive tout, ça envoie tout au fond. Et du coup, moi, comme en plus j'utilise l'eau en dessous pour arroser, j'évite de la polluer, tout simplement. Donc ça, pour l'instant, je tiens bon. J'ai un copain qui le fait, qui désherbe aux produits chimiques, notamment au niveau du muret. Alors pourquoi? Parce que son gamin va jouer là-dedans et que il y a des serpents. Il peut y avoir des serpents. Alors moi, j'en ai pas ici, mais dans son coin, sous des grosses pierres, il y a des serpents et c'est des serpents assez méchants. Du coup, le fait de mettre des produits de désherbant, eux, les serpents, évidemment, ils restent pas, ils sont pas complètement bêtes. Ils vont pas se mettre là où ça sent le neurotoxique. Alors oui, ça me fait faire une digression, mais le problème dans ces murs en pierre sèche, c'est qu'en fait, la végétation va pousser au milieu, là, et en fait, elle va grossir, et à un moment, les pierres bougent, ou quand vous enlevez la végétation, le mur vient avec. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui désherbent avec du produit chimique, le même type que vous avez en France. En général, c'est de grands vendeurs internationaux, mondiaux plutôt. C'est sauter qu'elle vous fasse du bio ou pas du bio. De toute façon, le but c'est de tuer. Donc fatalement, c'est pas super bon si d'ailleurs vous avez des plantations. Et comme moi, je fais pas une plantation commerciale, mais je fais quand même une plantation avec beaucoup de fruitiers. Là, vous voyez des manguiers, des goyaves. Là, c'est un avocat. Là, c'est des pistachiers. Là, c'est un agrume. J'ai pas envie de manger des produits chimiques. J'estime qu'il y en a assez déjà dans l'environnement pour moi-même en rajouter. Et après, il y a une dernière méthode qui serait potentiellement la meilleure, qui est le désherbeur thermique. Donc en fait, c'est un espèce de gros chalumeau que vous allez passer là-dessus. Là. Le truc, c'est que ça consomme énormément d'énergie, énormément de gaz. Donc c'est un coût. Je l'ai jamais essayé, donc je me rends pas compte. Je me suis juste renseigné. Et c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit attention parce qu'en gaz, ça consomme énormément. Et donc, je me rends pas compte de la quantité de gaz. L'avantage de cette technique, c'est que vous brûlerez même les petites herbes qui sont très difficiles à enlever parce que vous n'avez pas trop de prise dessus. Donc voilà, si je devais évoluer vers une autre technique, ça serait au chalumeau. Mais bon, je suis pas. Pour l'instant, je suis pas hyper chaud. C'est surtout embêtant en plein milieu de saison et en fin de saison des pluies, quand les terrains sont bien humides, parce que effectivement, quand vous regardez la végétation, ça commence jamais à pousser sur le chemin. Ici, l'herbe elle reprend très vite et vous voyez la densité de l'herbe, du gazon. Par rapport à ce qu'il y a sur le chemin, c'est une fois que que ça a germé une première fois, qu'il y a des fleurs qui éclosent, qui lâchent des graines et que ces graines se retrouvent sur le chemin, que là ça germe. Donc du coup c'est embêtant pendant 3 mois à peu près. Tiens, là j'avais un reste de boutures de pitaya que je savais pas quoi occuper, donc j'ai tenté de le planter directement. Alors normalement faut pas les mettre en plein soleil,
Mais bon, je me suis dit, bah, tentons, voyons bien. Ici, j'ai mon petit papaya sauvage. Donc là, c'est une déchetterie, on va dire, de déchets verts. Ah bah non, regardez-moi ça. Ça, c'était dans une poubelle là que j'ai mise. C'est une déchetterie de déchets verts. Et donc, du coup, il y a un papayer qui est sorti. Et un manguier qui est sorti. Et je sais plus quoi. Là, je voyais des pousses de pastèques. Évidemment, parce que je jette pas mal de... Ici, on mange beaucoup de pastèques, nous. Donc, je jette pas mal de graines de pastèques. Et donc, du coup, forcément, ça germe. Ce papayer-là, c'est un papayer sauvage. Donc, c'est une variété qui fait des papayes plutôt petites. Alors là, elle n'est pas mûre, mais elle va être grande comme ça, en théorie. Et qui sont bonnes, mais il y a beaucoup de graines, donc un peu chiante à manger. Et ce manguier-là, ça, c'est le reste d'un fruit de chez mes beaux-parents qui a germé. Donc ça, c'est une variété de mangue assez grosse, très très sucrée, très bonne. Et avec un arbre qui est très très généreux. J'avais récolté, après l'arbre il est ancien, il a plus de 30 ans. J'avais récolté facilement 150-200 kg de fruits l'année dernière. C'est un bon arbre qui produit tous les 2 ans. Donc ça ira de pair avec ces gros manguiers qui sont là, que j'ai plantés il y a 2 ans, 3 ans, qui sont encore une autre variété. Et on verra ce que ça donnera. Sinon, petit phénomène amusant, dans mon petit bassin, j'ai encore des pontes de grenouilles. Enfin, je pense que c'est des grenouilles. Je pense pas que ce soit des crapauds. Alors la grenouille, je la vois jamais. Enfin, les grenouilles, je les vois jamais la journée. Ou alors très très rarement quand c'est très pluvieux. Mais généralement, elles vont se cacher, je sais même pas où. Parfois, elles se cachent autour du bassin parce que quand je vais nettoyer, que je vais mettre la main dans un truc, elles vont jaillir parce que je vais leur faire peur et du coup, elles vont me faire peur. Mais regardez, alors du coup, c'est un festin là parce qu'il y a toute la vie du bassin qui vient ici pour se restaurer. Donc là, je sais pas, vous voyez les petites bulles, c'est pas des bulles d'oxygène, c'est des larves de têtard. Donc j'espère qu'il va m'en rester parce que là, depuis tout à l'heure, je vois des dytiques, je vois des poissons en train de tourner autour qui doivent se régaler. J'ai même vu 2 dytiques se battre dans la zone, donc je pense que là c'est chasse gardée pour l'un des deux. Et donc le dytique, c'est un espèce de gros scarabée, c'est assez impressionnant comme bestiole. On a l'impression que c'est méchant. Là il y en a un là, regardez. Je vais zoomer là, vous voyez, là ça c'est un dytique qui reste là. Il y a des poissons tout autour, donc là il est en train de se nourrir. Ah non, il est en train de se battre avec l'autre. Ouais, ce que je vous disais, ils sont 2 là. Et se battent pour cet espace-là qui a l'air assez chargé en nourriture. Et j'ai des petits poissons aussi qui se baladent dans le tas, donc je pense qu'ils doivent manger des larves de têtard, j'imagine. Donc le bassin marche bien. J'ai toujours mon problème qu'il faut que j'arrive à léser les pots. Parce que les pots se bougent avec le vent, ou peut-être même avec les animaux qui vont dans le bassin. Mais à part ça, le bassin va bien. J'arrive pas encore à avoir une eau claire. Il n'y a pas encore assez de plantes. Mais bon, c'est un bassin qui est jeune, hein, il a 1 an et demi. Donc la plupart des plantes, je les ai achetées. Hein. Tout ce qui n'a pas tenu, c'est les flottantes. Donc toutes les flottantes, elles disparaissent. Elles disparaissent. Je ne sais pas si c'est à cause de la chaleur ou si elles se font manger. Mais elles disparaissent. Et par contre, j'ai multiplié. Donc ça, c'est des papyrus. Tout ça, je les ai démultipliés. Le nénuphar qu'elle a, je vous l'ai montré la semaine dernière, c'est un rejeton de celui-là qui s'est éparpillé. Et ça, c'est une nymphoïde, moi, sagittarium. Un sagittarium qui me fait des jolies fleurs blanches. Il y a un sagittarium japonais que je convoite qui fait comme des tulipes blanches. C'est super joli. Ça, quand j'aurai le temps, je me le prendrai. Et là, ce qui paraît en mauvais état, mais en fait, c'est une nouvelle pousse qui est en train de sortir. C'est un sagittaire. Un héliconium. Une des rares variétés aquatiques. Ça fait des jolies fleurs en forme d'oiseau. Voilà. Donc, bassin en forme. Mais un peu vert. J'aimerais bien arriver à regarder un dytique là. Ah bah là, il plonge. Et là, il y en a un autre. Donc, en fait, c'en est un qui respire. Les dytiques, ça respire en surface aussi. Et ça va chasser sous l'eau souvent. Ça s'attaque pas à nous. Hein. Si vous mettez dans l'eau là, ça va jamais venir vous attaquer. C'est même plutôt peureux, ça va plutôt s'enfuir. On conseille en France, ils vont souvent vous dire de les enlever, de les tuer malheureusement. Parce que c'est un gros consommateur de faune. Alors, ils sont même pas 2, ils sont au moins 3. Ouh là, ils sont tous là.
Regardez. Je sais pas ce qu'ils vont manger là-dessous, mais il y a un truc qui les intéresse. Voilà. Sinon, j'ai fait un petit tour sur la plantation. Il n'y a rien de particulier à dire, si ce n'est que tout est bien vert, évidemment. J'attends ma débroussailleuse avec beaucoup d'impatience pour nettoyer un petit peu tout ça, pour reprendre le dessus. Mais voilà, pas de problème en particulier, juste du boulot. J'ai déplacé mes boutures de pitaillage, je les ai mises à l'ombre ici, pour être protégé de la pluie si ça arrive, et surtout du soleil. Pour que la semaine prochaine je vérifie si ça... En fait, en étant à l'air libre comme ça évite toutes les moisissures. Il y a une meilleure circulation de l'air. Et j'espère juste que personne va tenter de me les voler. Mais bon, vu qu'il y a une caméra juste en face là, je pense que personne ne sera tenté de passer par là. On verra. Voilà. Et écoutez, je vais rendre l'antenne. Je vais me rentrer tout tranquillement chez moi. Il me reste de la journée pas mal de trucs. Et puis j'espère que d'ici jeudi, quand je vais revenir, j'aurai ma débroussailleuse pour recommencer une première session jeudi après-midi. Et la semaine prochaine, paf, on ira fort couper toute cette herbe pour faire de la place et de la netteté. Voilà. Salut les amis. Ciao, à bientôt.